C'était quoi votre plus grand défi ou c'était quoi vos plus grands défis sur ce film ? Oh, il y en avait pas mal déjà de faire rentrer 1300 pages d'un roman absolument génial dans un film. L'idée n'était pas de refaire le roman, mais un nouvel objet artistique, à la fois une grande aventure épique, mais aussi un film profondément psychologique, je pense, presque une tragédie sur ce que traverse le personnage. Effectivement, un film assez noir par moment. Mais après, les challenges, moi, ils étaient physiques, l'escrime, le cheval, l'apnée aussi pour une séquence d'évasion qu'on voulait assez impressionnante. Donc, je travaillais avec le champion du monde d'apnée. C'était très très intéressant. Et puis après, le défi, effectivement, de passer beaucoup de temps au maquillage et de trouver des personnages très différents, au moins 4 ou 5, ouais. Un blockbuster à la française, blockbuster à la française. Je dois avouer que vraiment, c'est, comment on appelle ça? C'est deux gars, là. Comment ils s'appellent encore? C'est Alexandre de la Patalière et Mathieu de la Porte. C'est ceux qui avaient déjà écrit le scénario, le screenplay, on va dire, des Trois Mousquetaires qui étaient sortis en 2023, là, la partie 1 et la partie 2, même si ça avait été réalisé par un certain Martin Bourboulon, déjà. Mais c'est eux qui avaient déjà écrit le scénario. C'est eux qui s'occupent maintenant de la réalisation et du scénario de cette autre adaptation du roman d'Alexandre Dumas, qui est Le Comte de Monte Cristo. Et qui est une de mes romans pas favoris. Je ne sais combien de fois je l'ai lu, combien d'adaptations j'ai vues sur le truc, une histoire qui me parle beaucoup. Et comment dire un peu, déjà, je pense que le personnage du Comte de Monte Cristo, c'est un personnage très moderne, même si c'est quelqu'un qui venait du XVIIe siècle, mais le personnage est très moderne, un peu par sa volonté de vengeance, un peu. Et moi, personnellement, qui suis un rancunier, le premier, ça c'est un très grand défaut que j'ai dans la vie, c'est que je suis quelqu'un qui est rancunier. Vous savez, les gens qui ont une très bonne mémoire, c'est les gens qui, souvent, on est rancunier. On est rancunier. Si tu m'as fait quelque chose, attends-toi à ce que je te le fasse dans 10 ans ou 20 ans. Je vais pas te laisser, non. Il faut que tu goûtes un peu parce que j'estime que les gens ont très peu d'empathie. Quand les choses ne les touchent pas, ils ne comprennent pas le mal qu'ils font aux gens. Donc, moi, j'estime que pour leur faire comprendre un peu, tu dois un peu leur remettre la monnaie de la pièce. Quand tu leur remets de la monnaie de la pièce, c'est là où ils arrivent à comprendre un peu, oh là, ok, ils avaient fait mal. Moi, c'est un peu ma philosophie, même si elle n'est pas une philosophie grandiose, mais c'est ma personnalité, c'est vraiment mon défaut que j'ai. Je suis quelqu'un de très rancunier, donc je raisonne un peu j'ai toujours raisonné avec l'histoire du Comte de Monte Cristo. Parce que quelque part, quand l'histoire du Comte de Monte Cristo, on a toujours envie de vengeance. On a toujours envie de vengeance. L'être humain, c'est quelqu'un qui, s'il a la possibilité de se venger, s'il commence à prendre les ressources pour se venger, il n'hésitera pas à le faire. Il y a eu beaucoup d'adaptations de Monte Cristo, je ne peux même pas raconter. Il y a des ceux que je n'ai jamais vus. J'oublie les films muets des années 60, des années 20 que je connais pas du tout. Mais dans les adaptations que j'avais vues, la première adaptation du Comte de Monte Cristo que j'avais vue, c'était quand j'étais tout petit. C'était à la télé nationale camerounaise à l'époque. C'était l'adaptation avec celle de Jean Marais qui était un téléfilm. C'était un téléfilm en 2 parties, si je me souviens. Mais c'était la première fois que je voyais Le Comte de Monte Cristo. Je me rappelle à l'époque, ça m'avait foutu les jetons parce que je me disais, wow, c'est quoi, de quoi il parle? C'est quoi cette histoire un peu de vengeance avec le truc? C'était la première adaptation que j'avais vue. C'était la deuxième, si je me souviens bien, c'était toujours à la télé nationale camerounaise, c'était la version avec Jacques Weber, qui est peut-être la version la plus sombre de toutes les adaptations que j'ai vues. Elle est la plus, je pense, la plus fidèle au bouquin. C'est peut-être celle qui est la plus fidèle ligne par ligne au bouquin. Et peut-être l'interprétation de Jacques Weber du Comte de Monte Cristo est une interprétation vraiment glauque du gars. Tu sens vraiment le mec qui est animé d'une vengeance noire. Et c'est peut-être même quand tu regardes le look de Jacques Weber à l'époque, c'est peut-être le Comte de Monte Cristo qui fait le plus peur. Quand tu vois son look, son truc et tout. Je me rappelle, je sais pas si c'était en 3 parties ou en 4 parties, je sais plus exactement. Mais c'est celle que j'avais vue encore. Puis, il y avait la version, quelle version que j'avais vue? Oui, il y a la version qui est ma préférée, celle que j'adore regarder, qui est la plus agréable et la plus géniale, la série de téléfilms avec Gérard Depardieu.
Elle a, celle-là, je l'avais donné. Je crois que c'était fait par, je peux me tromper, hein, je pense que c'était fait par cette femme-là, José Dayan, qui avait l'habitude de faire elle s'était pas arrêtée là-bas, elle avait continué avec Depardieu dans la série des téléfilms des Misérables, après elle avait fait sur Napoléon, après je pense qu'elles avaient fait aussi sur Rasputin, si c'était toujours la même dame, je pense, parce que c'était une dame un peu qui avait un certain bon poids. Je pense, maintenant je peux me tromper, mais je vais essayer encore de regarder, mais je pense que c'était un téléfilm c'était un téléfilm de 4 épisodes de 1 heure chacune, tous génial comme pas possible. Je les avais adorés, tout comme la version des Misérables après que j'avais adoré, toujours avec Depardieu, c'était la même équipe qui avait travaillé aussi sur le téléfilm des Misérables qui était super génial, et je les regarde jusqu'à encore aujourd'hui, je les regarde encore énormément. Pour moi je pense que c'est la meilleure. C'est celle laquelle, en tout cas, que je raisonne le plus. Chaque fois que je veux revoir l'étude du Comte de Monte Cristo, c'est celle-là que je regarde le plus. Et tout, d'ailleurs, même en finissant le film, la première chose que je suis parti faire, c'est regarder encore cette version-là pour voir un peu la comparaison entre les deux. Il y a celle que les Américains adorent, celle de 2002 avec Jim Esquivel, l'acteur de La Passion du Christ, là, et Guy Pearce. Il y avait Henry Cavill qui était jeune. C'est la version américaine. Je crois que c'est l'unique version américaine qui est sortie. Que les Américains adorent. Les Américains adorent cette version-là. Pour moi, alors que pour moi, c'est pas celle la plus ouf. Je dois avouer que c'est pas la plus ouf. Je trouve un peu que c'est américain, hein. C'était réalisé par un gars qui s'appelait Kevin Reynolds et tout. Donc je connais même pas forcément la filmographie. Et c'était pas forcément oufissime de dingue et tout dans l'adaptation et tout. Ça m'avait un peu passé au-dessus. Je l'ai regardé 2 fois, mais je l'ai pas aimé. Mais les Américains, en Amérique, ça avait des critiques positives, un succès au box-office à l'époque. C'est quelque chose que les Américains, jusqu'à aujourd'hui, quand tu les parles de Comte de Monte Cristo, ils te parlent toujours du film de 2002, là. Et tout. Et puis, il y a le manga, l'adaptation manga, qui s'appelait Gankutsuo, qui est une adaptation manga où ça se déroulait en 5080 dans un c'était un space opéra space opéra, on va dire. C'était un space opéra futuriste. C'était déroulé en 5080. Et là, c'était aussi pour moi, des très belles adaptations que j'ai aimées tout juste après celle de l'adaptation de 98 avec Depardieu. Parce que là, ça ne prenait pas le point de vue du Comte de Monte Cristo ou d'Edmond Dantès. Ça prenait le point de vue du fils de son ennemi, Albert de Morcerf. Toute la série se déroulait sur le point de vue du Albert de Morcerf. Et c'est Albert de Morcerf qui regardait le Comte de Monte Cristo dans la relation un peu assez trouble de mentor, mais ennemi de mon père qui découvre à la fin. Mais c'était que ça me montrait une autre perspective que tu as sur le personnage du Comte de Monte Cristo, qui était super intéressant justement en faisant de Albert de Morcerf le personnage principal de l'œuvre. J'avais trouvé ça génial de le faire. C'est pour moi tout juste après une des adaptations. C'était sorti en 2004. C'était une série de 10 épisodes, 11 épisodes. D'ailleurs, même c'est même que je passerai tout le truc. Les meilleurs mangas, pour moi, les meilleures animations, il n'y a pas besoin de 3, 4, 5, 6, 10, 20 saisons. Mais là, l'animation, tu as 12, 13 ou 30 épisodes, c'est parfait. Pas besoin de faire 200, 600, 700, 800, 900. Pour après tirer la corde et perdre ton mojo. Tu fais 11, 12, tu termines ton histoire, c'est parfait. Et puis, il y a celle-là. Comte de Monte Cristo, avec Pierre Niney, qu'on ne présente plus, qui est, pour moi, entre déjà dans la légende des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma de ce pays-là. Moi, je l'avais découvert à l'époque avec ce film-là. J'aime regarder les filles, là, qui était super génial. C'était en 2011. Le parcours du gars, bon, ça, voilà. Hein. Et comme j'ai dit souvent, les boys de la comédie française, là, c'est un autre niveau. Hein. Même celui qui jouait le comédien de Villefort dans le film là, comme il s'appelle, Laurent Lafitte. C'est aussi un gars, j'ai vu aussi que c'était un gars de la comédie française. Le gars de la comédie française, c'est un autre niveau. En termes d'acteurs, moi, je joue les meilleurs acteurs français. Les gens qui sont de la comédie française, là, ils sont d'un autre niveau. D'un trop haut niveau.
trop grand niveau. Laurent Lafitte, même déjà, je l'avais apprécié déjà dans ce fabuleux film d'Albert Dupontel, là. Comment ça s'appelle encore? Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. C'était un très beau film d'Albert Dupontel. J'ai pas vu le film d'Albert Dupontel qu'il avait fait après, mais celui-là, il était super génial. D'ailleurs, même, j'aimais beaucoup, même ça, c'est une petite parenthèse, hein. J'aime beaucoup faire des parenthèses comme ça. J'aimais beaucoup dans Au revoir là-haut. Le début, là où il faisait un peu comme, ça ressemblait je suis sûr qu'il avait piqué le début, là. Ça ressemblait au début du film de Kubrick, là. Avec, pas Kurt Russell, mais comment il s'appelle? Kirk Douglas. Avec Kirk Douglas, là. Ça ressemble un peu. Le film, j'ai oublié le titre, un peu, là. J'ai oublié le titre de ce film il s'appelle de Kubrick, là. C'était sur la guerre aussi. Ils avaient repris le même plan, le même truc. C'était super génial. Et dans cette adaptation du Conte de Monte Cristo fait par justement la même équipe qui avait travaillé sur la nouvelle adaptation et autres et tout, ce que j'ai remarqué, c'est que ces gars-là, ils redynamisent un peu, ils font ce que j'appelle du blockbuster à la française. C'est-à-dire du blockbuster à travers des romans populaires français, parce que c'est des romans populaires, hein. Là on les voit un peu comme des grands romans, mais à l'époque là c'est vraiment des romans populaires, hein. C'est des romans de seconde zone de l'époque, hein. Ce qu'on aime là, tous les trucs d'Alexandre Dumas, Les Misérables, tout ça là, c'est des romans de seconde zone, c'est des romans vraiment pour le peuple en fait. C'était pas la bourgeoisie qui disait ça. La bourgeoisie ne lisait pas ça. Pour ceux qui voyaient souvent ça comme un truc trop ouf de la tête, non, en fait ça c'est des romans vraiment populaires de l'époque. C'était comme un peu, si vous voulez, pour faire un peu le parallèle, un peu, c'est comme un peu, nous avec les comics, maintenant. C'était les comics de l'époque, là, du 17e, du 18e siècle, c'était les romans comme ça. C'était les romans comme ça. Et la manière dont ils rendent vraiment le truc, redynamise ça. Ils sont en train de donner une touche vraiment, ils sont en train de créer leur manière de faire des blockbusters à travers ces romans vraiment là. Quand j'ai vu les Trois Mousquetaires, les trucs, j'ai dit, c'est la première, ça faisait longtemps que je voyais pas des Français qui arrivaient à réadapter de manière moderne une histoire française, mais en la rendant moderne, en la rendant captivante, en la rendant distrayante aussi, divertissante. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était très divertissant en fait. Et ça c'est super génial un peu. Et ça c'est super génial parce que je me rappelle il y a 20 ans, il y avait des gars qui avaient essayé de faire ça. Mais on était tombé dessus à l'époque. Mais maintenant le film est devenu même culte. C'était un mec là, je sais pas si c'était un Français ou Canadien, mais il avait essayé ce genre de truc là. Je sais pas pour les jeunes des générations, les milléniaux, si vous vous rappelez du réalisateur Christopher Gans. Christopher Gans, à l'époque où il avait fait ce film-là, Le Pacte des loups, je n'avais pas apprécié ça. Et maintenant, quand je vois maintenant le succès de ces adaptations-là actuelles, je vois que c'est un gros succès, même mondial, hein. J'ai remarqué que c'est un gros succès mondial maintenant. C'est même pas seulement un succès français, c'est un succès mondial. Même, j'ai vu que ça a plus de 100 millions dans le box-office mondial. Même les Trois Mousquetaires aussi ont un très 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 beau truc. Je dis, les Français commencent à faire du blockbuster à leur propre sauce. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et surtout en prenant à partir de leur base, de la base de leur culture, des romans un peu populaires de leur propre culture. Et moi, je trouve que c'est super génial. Ça, c'est par rapport à ma vision un peu de comment on doit faire un peu le cinéma de divertissement intelligent. Parce que moi, je suis pas forcément, voilà, on pourrait croire, hein, je suis pas pour forcément du cinéma, moi, je suis pas, mes codes, c'est pas le cinéma de Haneke. Je vais pas il faut regarder Haneke, Michael Haneke, les films comme Amour, ce genre de conneries là, qui sont des films chiants en fait. C'est vrai que c'est des films que les Césars récompensent énormément, mais c'est des films chiants. Ou bien des films comme comment il s'appelle encore le coco là. Bref, des films chiants, voilà, des films chiants de Michael Haneke, comme ça, ce genre de films là. Je suis content de voir qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs français qui ont une autre idée un peu du divertissement à la française, et ça c'est vraiment l'exemple type. L'interprétation de Pierre Niney en termes de Conte de Monte Cristo est une interprétation plutôt bonne. J'ai vu mieux.
J'ai vu mieux, mais bon, je peux pas. Le truc, c'est très très compliqué d'interpréter un personnage comme ça. Là où Pierre Niney m'a beaucoup plus impressionné, ce n'est pas dans son interprétation d'Edmond Dantès au Comte de Monte Cristo, c'est plutôt dans son interprétation des autres différents personnages du Comte de Cristo, le Lord, j'ai oublié le nom du Lord là, qui est le Lord anglais là, dont il se fait souvent passer. J'ai oublié encore aussi quand il joue l'abbé, c'est l'abbé Faria qui joue. Non, non, l'abbé Faria, c'est son truc là-bas. Quand il joue le rôle de l'abbé, il a ça, il m'a impressionné dans sa manière de changer de personnalité. Là, ça, c'était impressionnant. Mais globalement, quand il joue Edmond Dantès et le comte de Monte Cristo, on arrive à voir sa propre personnalité tout le temps. Et bon, c'est compliqué de jouer ce personnage, hein. Mais j'ai vraiment vu mieux. Là, pour moi, je dirais toujours le gars qui a le mieux interprété ça. Pour moi, c'est, en tout cas, de celui que j'ai vu, c'est Jacques Weber. Jacques Weber a interprété le mieux le comte de Monte Cristo et Edmond Dantès. C'est lui qui a interprété le mieux le comte de Monte Cristo. Parce que le plus effrayant, le comte de Monte Cristo, le plus effrayant, c'est celui de Jacques Weber. Celui de Pierre Niney n'est pas si effrayant que ça. Pas si effrayant que ça, mais c'est une très très bonne interprétation. J'ai plutôt été impressionné par Laurent Lafitte en Villefort. Et j'oublie le gars qui a été, je pense même c'est le meilleur, c'est celui qui a fait la meilleure performance même dans le film. Celui qui jouait le rôle de Danglars. J'oublie le nom de cet acteur français là. Je vais chercher un peu là. C'est celui qui a joué le rôle de Danglars là. C'est celui qui m'a le plus impressionné. C'est celui qui m'a le plus impressionné. Et je dirais même c'est le clou du film. Le personnage de Danglars là. D'habitude, le personnage de Danglars n'est pas si central dans les adaptations du Comte de Monte Cristo, mais là, c'est lui qui m'a le plus impressionné. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été nouveaux dans cette adaptation que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment une très bonne adaptation. Si je vais mettre une note un peu, c'est genre 7,5, 8 ans en termes d'adaptation, parce que c'est très divertissant. Ça sera duré 3 heures. J'ai même pas vu les 3 heures passer. Globalement, ça a tiré les bonnes lignes. Et franchement, c'est plaisant de me dire que les Français, il y a une nouvelle génération de réalisateurs français qui décident à faire vraiment du divertissement africain. Il y a pas longtemps, je vous parlais déjà de Mars Effect. Comment Mars Effect, c'était un truc d'animation fait par les Français qui ont commencé à montrer, on peut faire l'animation de science-fiction en France. Là, j'ai décidé de regarder un peu ce blockbuster. Là, j'avais déjà regardé les 3 Mousquetaires qu'ils avaient fait. J'avais été surpris, j'ai pas fini la deuxième partie encore, malheureusement. Mais quand j'ai regardé celle-là, j'ai dit, waouh, putain, il y a une nouvelle génération de réalisateurs qui sont là, qui apportent un peu leur propre touche dans le blockbuster. Et c'est ça dont le cinéma français a besoin. Le cinéma français a besoin de changer un peu leur code, de changer leur truc. Il y a 20 ans, Christopher Gans vous a proposé le Pacte des loups, vous les avez dit, va te faire enculer. Moi, je comprends que 20 ans après, on se rend compte qu'il avait un peu raison là-dedans. Bref, si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à le regarder. Il est toujours disponible en salle. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que je vous dirai. Hein, c'est tout ce que je vous dirai par rapport à ce film-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.